Bonsoir à tous et bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres du 19h45. Retour dans les salles de composition depuis hier pour les apprenants du CI au CM1. Après plus de 5 mois de pause du fait de la Covid-19, enseignants et écoliers reprennent les cours pour valider l'année scolaire en cours. On en parle en début d'édition. La dépression, une maladie qui se caractérise par une grande tristesse, un sentiment de désespoir ou une perte de motivation. C'est un trouble qui peut être à la fois biologique, psychologique et social. C'est une opportunité à saisir. La soudure en fibre optique a pour principe de permettre la connexion à 2 fibres en les fusionnant grâce à un arc électrique. De quoi s'agit-il? Réponse dans un instant. Comme annoncé par le gouvernement, après quelques mois de fermeture, les classes du CI au CM1 du public comme du privé ont rouvert leurs portes depuis hier lundi sur l'ensemble du territoire national. Une équipe de notre rédaction a sillonné quelques écoles dans la ville de Cotonou. Objectif, constater le démarrage effectif de la reprise des cours et le respect des mesures barrières. Le point dans ce reportage. Retour en classe pour ces apprenants du CI au CM1. Obligés de rester à la maison durant 6 mois en raison de la pandémie de la Covid-19, ils retrouvent ce lundi 10 août leurs camarades, leurs instituteurs et leurs salles de classe. Et puisque la situation l'oblige, ici à l'école primaire publique de Kadiaoum, il est question pour les apprenants de respecter les mesures barrières. Comme prévu, nous avons bien repris les cours. Et on a d'abord passé par le nettoyage de la cour et de ses environnements immédiats. Et nous avons également placé les dispositifs de lavage des mains. Tel que vous le constatez, de CI au CM1, nous avons repris effectivement et nous ne pouvons que respecter les mesures prescrites par le gouvernement. Les gestes barrières sont également respectés ici dans cet établissement privé. Reprise effective des cours en fonction du calendrier pédagogique spécial établi par le gouvernement. Le gouvernement a envoyé un calendrier, c'est-à-dire que nous devons faire une évaluation diagnostique la semaine durant. Et déjà à 9h, la première épreuve a été déjà lancée, c'est-à-dire l'épreuve de lecture, déjà à notre niveau ici. Et tout à l'heure, nous allons passer à l'épreuve suivante. Pour assurer une reprise en toute sécurité, le gouvernement a pris d'importantes mesures contre la propagation de la Covid-19. Il s'agit entre autres du lavage obligatoire des mains à l'eau au savon, du respect de la distance d'au moins 1 mètre entre apprenants et du port obligatoire du masque de protection pour les enseignants, mais facultatif pour les écoliers. Visiblement, ces mesures sont respectées. Je suis content d'avoir revu mes amis et de pouvoir recommencer les cours. Je respecte les mesures barrières en respectant 1 mètre, en me lavant les mains quand je finis de manger, avant de manger ou bien quand je touche quelqu'un et je ne touche personne. Les apprenants resteront en situation de classe du 10 août au 11 septembre prochain, soit 4 semaines de cours. Cette reprise des activités pédagogiques vise à valider l'année scolaire 2019-2020. Au Bénin, pendant que les écoliers du CI au CM1 retrouvent le chemin des classes après plusieurs mois du fait de la Covid-19, en Côte d'Ivoire, les artistes se mobilisent pour demander l'aide de l'État. Depuis des mois, le secteur culturel ivoirien souffre face au ralentissement économique entraîné par la pandémie. Après avoir sollicité la ministre de la Culture, les professionnels du secteur culturel sont allés à la résidence du nouveau Premier ministre pour le sensibiliser à leur situation et tenter d'obtenir de l'aide, une aide urgente afin de soutenir les acteurs du secteur culturel fortement impactés par les restrictions imposées par le coronavirus. On revient au Bénin, on parle de ces moments difficiles que nous vivons à tous les âges de la vie. Un deuil par exemple, la perte d'un emploi, des problèmes d'argent, un manque d'attention, un divorce ou encore une rupture sentimentale. Ce sont des situations inhérentes à la vie et personne n'est à l'abri. Mais face à ces événements, il y a une maladie qui nous guette quand on n'y prend pas garde. Il s'agit de la dépression, un trouble mental qui affecte nos comportements. Quels sont les facteurs à risque et la prise en charge appropriée? Élément de réponse dans ce reportage. La dépression peut être à l'origine
de toutes les pathologies mentales. Très répandu, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la dépression toucherait près de 300 millions de personnes dans le monde. Une personne sur 5 connaîtra un épisode dépressif au cours de sa vie. Lorsqu'un être humain tombe dans une dépression, il a l'impression d'être dans un gouffre. Il éprouve le sentiment de culpabilité. Il se sent prisonnier d'un univers où rien n'a de sens. Tout ce qui l'entoure suscite en lui de l'angoisse. Généralement, les dépressifs perdent le goût de la vie. Ils se heurtent à plusieurs facteurs de risque. Il y a des personnes qui fonctionnent avec des attitudes, avec des pensées qui sont déjà en disposition de conduire à la dépression. Il y a des personnes qui ne viennent pas à la dépression par ce processus, mais qui sont secouées par un événement traumatique. Les troubles sexuels sont aussi remarqués dans les cas de dépression. Les gens peuvent avoir des dysfonctionnements sexuels, aussi bien les femmes que les hommes. Il y a les cas de suicide. Les idées de suicide ou les tentatives de suicide qu'on retrouve majoritairement dans les cas de dépression. La plupart des dépressions qu'on rencontre, il y a toujours une idéation suicidaire. Il y a toujours une envie de quitter la vie, de se donner la mort. Et là, c'est des urgences psychiatriques et des urgences médicales. La dépression n'est pas une fatalité. La preuve, ici, au Centre national hospitalier universitaire de psychiatrie de Cotonou, il existe un important arsenal thérapeutique pour soigner les dépressifs. Généralement, les parents, quand ils viennent, ils croient que leur enfant ne peut plus être jamais guéri. C'est faux. La maladie mentale se traite correctement et se guérit. Dans la chaîne des habitudes de soins dédiées aux patients, la psychologue clinicienne procède au diagnostic du mal dont souffre le patient pour l'aider à en guérir. Au cas où la personne affectée tente désespérément de se donner la mort, la prise en charge intervient. On doit forcément passer par un internement, ou on pourrait dire une hospitalisation, une surveillance et une proximité avec la personne, l'écouter, rassurer et rechercher dans son environnement les personnes qui peuvent l'aider à retrouver un certain goût à la vie. Il y a des activités artistiques et des activités thérapeutiques qui accompagnent les personnes en difficulté et qui leur permettent aussi de se sentir encore plus en confiance et de continuer le cheminement de la vie. Pas de vie humaine sans une vie mentale équilibrée et épanouie. Un bilan périodique de notre état de santé permet de barrer la voie à toutes les maladies qui nous guettent chaque jour. Avec la télévision numérique terrestre TNT, la soudure en fibre optique reste une opportunité à saisir. La soudure en fibre optique s'est aujourd'hui imposée aux autres formes de soudure et présente un marché d'emploi encore vierge. Abdel Akochaye, technicien en fibre optique, nous en donne ici quelques précisions. Aujourd'hui, la fibre optique, c'est le meilleur support de transmission au monde actuellement, et la fibre optique a une bande passante illimitée. Et tous les réseaux au monde sont en train de déployer la fibre optique. Tous les réseaux au monde sont en train de passer du fil de cuivre à la fibre optique. Et aujourd'hui, c'est une opportunité quand vous vous lancez dans ce métier, parce que la fibre optique génère beaucoup de métiers, dont la soudure fibre optique. Le métier de soudeur fibre optique est un métier recherché aujourd'hui. Si vous allez en France, par exemple, tous les jours, moi, dans ma boîte, si je vous montre les mails qui viennent, il n'y a que des offres fibre optique, de soudeur fibre optique. On en cherche en Europe, on en cherche en France, on ne trouve pas. Ici aussi, les réseaux, on a le Togo, on a le Nigeria, on a le Burkina.
et tous sont en train de migrer vers la fibre optique. Donc la fibre optique aujourd'hui, c'est un métier que les jeunes devraient embrasser. Tous ceux qui sont dans le domaine de la technologie, qui font l'informatique, qui font les télécoms et qui disent qu'ils n'ont pas d'emploi après, qui sont à la maison, c'est une opportunité aujourd'hui maintenant de se lancer dans les métiers de la fibre optique. Quand nous parlons de la fibre optique, c'est du fibre de verre, c'est le verre et l'information circule sous forme de lumière. Donc l'information va à la vitesse de lumière et c'est très rapide et c'est net. Nous parlons de la TNT aujourd'hui dans les avions de télévision. C'est la fibre optique qui facilite tout ça. Le Bénin vient à travers le projet PDI-DT, vient de déployer la fibre optique dans sa première phase. Donc nous sommes, oui, on peut affirmer que nous sommes à une étape embryonnaire, mais la phase 2 va commencer bientôt et même les FAI du Bénin, je veux parler des fournisseurs d'accès Internet, les ISOCEL et autres, ils sont aussi en train de déployer leur propre réseau fibre optique. Donc le besoin est là, le besoin se fait déjà sentir. Dans l'archipel des îles Comores, des médecins spécialisés revisitent la liste nationale des médicaments essentiels, des médicaments dont le pays en a besoin pour le traitement de toutes sortes de maladies. C'est à la faveur d'un atelier de 2 jours sur la révision nationale des médicaments essentiels. Les précisions. 2 jours durant, les participants à cette séance de travail, qui ne sont que des médecins spécialisés, auront à réfléchir et à réviser la liste nationale des médicaments essentiels. Il s'agit là d'élaborer une liste des médicaments dont le pays en a besoin pour le traitement de toutes sortes de maladies. Une fois la liste élaborée, la population peut s'attendre à des médicaments de bonne qualité, efficaces et à des coûts abordables. Vous savez, il faut d'abord, il y a une première chose, le gouvernement il a une politique pharmaceutique nationale. Là, il dit, voilà, maintenant on voudrait avoir, c'est-à-dire des médicaments pour soigner tous nos patients. Donc, l'approvisionnement, la disponibilité, mais la qualité des médicaments et le coût. Tout ça rentre dans la politique. Donc, le gouvernement il a une politique pharmaceutique nationale. On a maintenant sur ça, c'est une partie. La liste nationale de c'est une partie de la politique pharmaceutique nationale. Parce qu'après, il va y avoir ce qu'on appelle l'usage rationnel. Est-ce que les prescripteurs ils prescrivent les médicaments qui sont vraiment dans nos structures? Est-ce que ce qu'ils prescrivent, le patient il les trouve? Donc voilà, il faut aussi avoir cette... Il ne s'agit pas seulement de prescrire les médicaments. C'est-à-dire qu'une fois que tu as prescrit, il faudrait que la personne arrive à l'acheter. Quel est l'appui de l'OMS pour la réussite de ce travail? Les nouveaux problèmes de santé qui existent, quelles sont les maladies qui ont émergé, et puis sur la base de ce constat, on actualise la liste, ce qu'on appelle la liste nationale des médicaments essentiels. Ça fait partie des responsabilités de l'OMS dans le cadre de l'appui aux États membres. Et vous savez bien que l'Union des Comores est un des 47 États membres de la région africaine de l'OMS. Donc nous étions là pendant ces 2 jours pour ensemble, avec tous les professionnels de santé, que ce soit du public ou du privé, les médecins et les paramédicaux, les pharmaciens, pour voir ensemble quels sont les médicaments les plus essentiels pour répondre au contexte épidémiologique et aux problèmes de santé de notre pays. Et quels sont les résultats? La question des médicaments vendus dans les rues pose problème. Même si l'ANAMEV joue pleinement le rôle, mais toujours est-il que la population s'expose à un danger. Une campagne de sensibilisation sur les risques des médicaments de la rue est d'une grande importance pour sauver ce qui peut l'être. Au Mozambique, le gouvernement veut introduire une loi pour bannir l'utilisation des sachets plastiques dans le pays dès 2021. La mesure devrait néanmoins épargner les sacs utilisés dans les secteurs de la santé, des mines, de l'agriculture, de la construction, ainsi que ceux destinés à l'exportation. La mesure vise à réduire les habitudes affectant négativement la santé des populations, les infrastructures et l'environnement. Néanmoins, elle est prévue pour tenir compte également des paramètres économiques qui sous-tendent l'usage des sacs plastiques. Ainsi, le secteur privé disposera d'une période d'adaptation d'1 an avant que la loi n'entre pleinement en vigueur. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci de votre fidélité.
Vous pouvez suivre ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.